La dernière rubrique qui met fin au dimanche, c'est politique, c'est bien sûr 26 minutes en Afrique et dans le monde et nous y sommes une fois de plus. Nous parlons encore aujourd'hui des relations France-Afrique. La France et ses anciennes colonies africaines connaissent une phase de réajustement marquée par des tensions politiques, des retraits militaires et un regain d'hostilité envers l'influence française. Deux sujets qui illustrent particulièrement cette situation, le départ des troupes françaises du Tchad et le regain de tension entre Ouagadougou et Paris. Et pour en parler, nos invités que vous connaissez déjà, à ma gauche, Hamzat Abdoulaye. Bonjour à vous. Bonjour. Et à ma droite, Laurent Nassara. Bonjour à vous. Bonjour Maël et bonjour à mon confrère ici sur le plateau. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec le départ des troupes françaises du Tchad. Quelles conséquences? En effet, le retrait progressif des troupes françaises du Tchad marque la fin d'une longue coopération militaire initiée sur l'opération Barkhane et ses prédécesseurs de base ont récemment été rétrocédés à N'Djamena. Alors, Laurent Nassara, une seconde fois, la France se retire des terres africaines au Tchad. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, je vois que dans l'ordre normal des choses, et comme l'a annoncé les officiels françaises, donc réorganiser leur présence militaire en Afrique. Nous avons vu que même les populations africaines sont contre cette présence-là, puisqu'il y a eu des suspicions pour certains. C'est la France qui soutient les forces du mal qui attaquent certains États dans les États du Sahel. Et nous voyons également pas l'efficacité de ces militaires-là qui sont présents en Afrique. Donc face à cette montée de tension des populations et également de certains régimes, donc la France est pris par le cours et a finalement décidé de faire un repli. Ce repli aujourd'hui que nous voyons, donc, qui se manifeste par la réorganisation de la présence militaire française en Afrique, certaines bases sont fermées et le dispositif est convoyé vers Djibouti. Donc aujourd'hui, c'est dans l'ordre normal des choses que la France se retire du Tchad. Hamzat Abdoulaye, si le Tchad reprend l'intégralité de la gestion sécuritaire de ses territoires, quelle implication cela pourrait avoir sur la lutte contre les groupes terroristes au Sahel? Alors déjà, c'est une surprise parce que en évoquant le Tchad fait partie de ces alliés stratégiques depuis plusieurs décennies avec la France et surtout sur le plan de la défense et donc de la sécurité. Donc une surprise encore plus parce que il faut rappeler que le président maréchal désormais, Mahamat Déby Idriss, a été littéralement intronisé avec l'aval du président Macron qui était présent à cette cérémonie. Et je pense que c'est encore plus une surprise dans la mesure où ce dispositif français présent au Tchad fait partie des dispositifs les plus conséquents en matière de nombre, en matière de personnel et en matière également de logistique. Donc, c'est une surprise qu'on peut analyser à travers différents angles. Est-ce que le Tchad avait satisfaction par rapport à la qualité de cette offre? Ou, dans l'autre sens, est-ce que le Tchad n'a pas un peu cédé à cette souveraineté qui est devenue galopante dans la sous-région et beaucoup plus dans l'Afrique subsaharienne? Autant de questions qui, pour moi, sont en réalité le nœud gordien de la question, c'est-à-dire la France aujourd'hui est rejetée parce que je vais parler de velléité déjà populaire et parce que aussi il y a une politique qui est de plus en plus décriée en Afrique et aussi un peu partout dans le monde. Quelles seront les conséquences? Alors, la lutte contre le terrorisme déjà au Tchad est une lutte de tous les jours en réalité. Et je pense que l'expérience des forces armées nationales tchadiennes est
aujourd'hui importante dans la balance. Et ces forces armées ont justement permis de contribuer à endiguer le problème, ou du moins à combattre le problème pendant un moment au Mali et dans le Sahel quand besoin était. Et on ne doit pas également oublier que l'implication des forces armées tchadiennes dans le G5 Sahel ou la défunte, parce que le G5 Sahel pour moi aujourd'hui est dans un état de mort cérébrale. Donc leur implication est également conséquente au sein de cette organisation. Donc cela prouve qu'ils ont l'expérience pour faire face aux défis sécuritaires. Mais ce n'est pas suffisant parce que comme vous le savez, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique, une guerre qui avance à visage complètement fermé, à visage couvert, et ça implique beaucoup d'autres facteurs qu'un État à lui seul ne peut pas endiguer. Et je pense que on va aller progressivement vers une réinvention de cet arsenal sécuritaire, de ces partenariats stratégiques et militaires des États africains avec peut-être d'autres États, parce que rejeter la France ne veut pas dire rejeter complètement avec la France. Il s'agira peut-être d'une deuxième lecture, d'une autre configuration stratégique que peut-être la France pourra apporter dans le moyen ou le long terme. La dernière chose, c'est par rapport aux moyens dont dispose effectivement le Tchad pour mener à bien cette lutte contre l'insécurité croissante et inquiétante. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Tchad fait également face aux défis des rebelles qui sont dans le nord. Et je pense que l'implantation des bases militaires françaises était plus dans le respect de cette configuration. Il y a une base dans le nord, à Faya, il y a une base dans l'est, à Abéché, et il y a une base aérienne également à Djamena. Donc je pense que c'est un défi de tous les jours, constant, qui ne va pas se fermer comme une page, mais qui va beaucoup plus évoluer. Donc le Tchad a aujourd'hui besoin certainement de partenaires stratégiques comme la Russie en matière d'armement, mais aussi des Français en matière de formation. Et je ne pense pas que cette page liée à la formation des ressources humaines, des militaires tchadiens pourra être également fermée. Je pense qu'au contraire, qu'il pourrait avoir une réinvention de ce partenariat. Laurent Nassara, si ce retrait marque un nouveau chapitre des relations franco-tchadiennes, alors comment le Tchad pourrait-il redéfinir des partenariats stratégiques avec la région, dans la région? Justement, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle déjà pour le Tchad qui pourra désormais librement nouer d'autres partenariats avec les États qu'il veut. Vous savez, la présence de la France en Afrique est problématique puisque la France, elle est présente certes, mais entretient les conflits. Vous parlez des bases militaires qui sont ouvertes dans le nord du Tchad. Nous voyons que tant que ces bases sont présentes dans le pays, ces rebelles n'attaquent pas ces bases-là. Alors, nous voulons aller vers un règlement de ces conflits. Mais ces conflits restent permanents. Donc, la France est présente, certes, mais le conflit ne se résout pas. Alors, si la France part et l'État tchadien trouve des moyens pour entrer en communication, peut-être pour négocier, on ne sait jamais, ou s'il veut, le Tchad veut une politique de tout militaire, quand même, pour régler cette situation, il faut le coup de bon. Nous parlons quand même de partenariat entre la France et un pays africain. Ces partenariats qui sont très souvent noués sont en défaveur des pays africains. Déjà, on ne permet pas aux pays africains d'acquérir certaines armes. Alors que nous en avons besoin, ces militaires, ces pays ont besoin de ça pour combattre que ce soit des terroristes ou des rebelles qui tuent tous les jours. Alors, nous voyons quand même que des partenaires comme la Russie, la Chine et la Turquie, nous voyons quand même ces États fournissent ce qu'il faut à ces pays-là qui en ont besoin. Donc la France aujourd'hui n'est pas le partenaire idéal, même si on ne peut pas, dans les relations diplomatiques, on ne peut pas couper tout lien avec un autre État. Oui, il faut quand même coopérer avec la France, peut-être pas sur le plan militaire, puisque nous voyons que la France fait un double jeu. Donc
veut maintenir sa présence. Et ça, là encore, c'est inquiétant, puisque vous voulez avoir des bases dans nos États, mais nous ne savons pas la contrepartie. Qu'est-ce que vous avez, puisque ces bases, très souvent quand ces bases sont sur nos territoires, ils paient des loyers. Donc, un État décide de combattre les forces de mal pour vous, vous paie en plus des loyers sans rien avoir en retour. Mais c'est très inquiétant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut chasser ces forces aujourd'hui. Si la France se désengage militairement, est-ce que le Tchad a la capacité financière de se prendre en charge actuellement? D'abord, le Tchad a des ressources. Nous devons nous en rappeler. Mais en dehors de ça, là, je dis que la France, et le Tchad, du moins, a les moyens de faire face à ces rebelles ou à ces terroristes. Si éventuellement, le Tchad acquiert les matériels militaires dont il a besoin, ce qu'il faut ici que l'on comprenne, c'est que la France empêche ces États-là d'acquérir librement les armes pour combattre ces forces du mal. Mais sa présence est problématique, elle doit partir, elle est en train de partir. Hamzat Abdoulaye, la France doit partir. Par rapport à ce qui vient d'être dit, beaucoup de choses qu'il est important de nuancer. Déjà, il faut rappeler que ce n'est pas l'acquisition du matériel militaire qui gagne une guerre asymétrique. L'exemple de l'Afghanistan l'illustre très bien, l'exemple de la Syrie encore plus, l'exemple de la Libye, pour ne citer que ceux-là, et même en Afrique, l'exemple au Mali, malgré la présence de plusieurs forces, de plusieurs entités au Mali, cela n'a pas permis de remporter la guerre contre le terrorisme, le djihadisme. Comme je le disais tantôt, c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, comme c'était le cas dans les années 39-45 ou 14-18, où on a fait face à un défi majeur, c'est-à-dire des États, des entités qui s'affrontaient dans le cadre de figure d'une guerre obscène, c'est-à-dire la guerre totale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce n'est pas comme si la France permettait effectivement qu'il y ait plus de matériel armé lourd, cela permettrait de facto la victoire sur le terrorisme ou sur ses ennemis qui parfois sont invisibles en réalité. Le cas du Tchad, c'est un cas vraiment spécifique qui mérite beaucoup plus d'attention. Ce n'est pas similaire au cas malien, ce n'est pas similaire au cas burkinabé, encore moins nigérien. La présence des forces françaises au Tchad s'inscrit dans deux axes majeurs. Premièrement, c'est-à-dire soutenir le régime généralement en place, et ça s'est illustré depuis 1986 à travers l'opération Épervier qui s'était arrêtée en 2014. Et deuxièmement, c'est de soutenir également sur le plan structurel et sur le plan de la formation les militaires présents sur le terrain. Et ça également, ça s'est illustré à travers cette compétence aujourd'hui de ces forces armées nationales du Tchad qui aujourd'hui n'ont effectivement plus rien à envier à plusieurs armées en Afrique subsaharienne. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. La question des rebelles au Tchad, c'est une question majeure et un peu différente des autres contextes aujourd'hui cités, parce que la question des rebelles est sempiternelle, toujours posée, à laquelle on ne trouve pas véritablement de réponse. Et je pense que dans les années 2008-9, il y avait une attaque donc justement de cette faction, de plusieurs factions rebelles vers N'Djamena. Ils étaient même aux portes de la capitale et ça s'est répété aussi en 2019. Donc, n'eût été l'implication stratégique et des Américains aussi et des Français, je pense que la capitale serait tombée aux mains des rebelles. Et il faut le rappeler, c'était beaucoup plus dans un contexte militaro-politique ou politico-militaire. Ça s'est terminé d'ailleurs par l'organisation d'une conférence à Qatar qui réunissait toutes les forces politico-militaires face et confrontées à cette crise. Mais je termine là-dessus en disant il va falloir certainement revoir la stratégie française, surtout en Afrique de façon générale, et beaucoup plus de façon spécifique en Afrique subsaharienne, notamment au Tchad, dans la mesure où le fait qu'on ait dénoncé, le fait que plusieurs États aient dénoncé les accords, cela ne veut pas dire une rupture complète et totale. J'insiste là-dessus.
la France a toujours quelque chose à apporter en matière de stratégie, en matière de formation, en matière de logistique, puisque même dans cet état d'esprit, en matière d'industrie militaire, la France a une qualité aujourd'hui qui est recherchée dans le monde entier, et même chez les Américains. Donc comprenez que on ne peut pas remporter cette bataille, cette guerre tout seul. Bien entendu, je peux comprendre qu'on peut diversifier les partenariats, et c'est d'ailleurs ce qui est très bien. Diversifier les partenariats permet justement d'aller vers le multi-alignement prôné par le ministre des Affaires étrangères indien, Jaishankar Subramanian, qui consiste effectivement à déjeuner avec les Russes à midi et dîner avec les Chinois le soir, ou prendre le petit déjeuner le lendemain avec les Français. Donc, au nom de nos intérêts, on peut diversifier nos partenariats. Et comme le disait un chef d'État français, en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui priment, et nous sommes aujourd'hui en plein dedans. Le Tchad est aujourd'hui en train de prioriser ses intérêts en dénonçant ces accords. Je n'aime pas vraiment employer le mot chasser, parce que en relations internationales, celui que vous rejetez aujourd'hui peut être votre ami de demain. Donc, je pense que c'est dans une configuration actuelle. Et comme je le disais, le montant de la souveraineté est très élevé aujourd'hui en Afrique, et c'est une dynamique qu'on ne peut plus oublier ou mettre de côté. C'est une certitude. Et je trouve que cette dynamique progressivement va intégrer d'autres paramètres actuels, et c'est ce à quoi feront face aujourd'hui les États africains, notamment le Tchad. Alors, merci à vous. Laurent Nassara, vous êtes un anti-français farouche. Alors, un dernier mot rapidement pour embrayer sur le second sujet. Alors, déjà, j'aimerais dire que la France n'a pas aujourd'hui tant d'expérience à vanter aux Africains. En fait, la France est un pays qui n'est pas en guerre. C'est le Tchad qui est en guerre. Et nous avons quand même des généraux qui ont acquis des expériences sur le terrain. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'expérience de la France est indispensable dans la formation de ces militaires-là. Il faudrait que vous compreniez la dynamique de la politique africaine aujourd'hui. Quand on dit qu'on chasse la France de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'on est anti-français, non. C'est parce que ça se répète dans plusieurs États. Et aujourd'hui, c'est quand même remarquable. La France aujourd'hui, certes, elle doit partir, mais nous ne sommes pas dans une dynamique de couper tout contact avec la France, puisque nous sommes, comme l'a su bien dit mon confrère, dans les relations internationales, les amis d'aujourd'hui ou les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir des amis de demain. La France doit partir, et nous devons trouver, les pays africains doivent trouver, donc le Tchad, doit trouver des partenaires qui vont lui livrer des armements de pointe quand même et lourds. Si les armements lourds ne feront pas la paire, d'une certaine façon. Justement, comme pour les rebelles, si les armements lourds ne vont pas régler le conflit, quand même si aujourd'hui l'État tchadien ne fait rien, mais la capitale sera prise. Soit le gouvernement tchadien entretient peut-être des liens avec la France, et la France l'entretient, et aujourd'hui le gouvernement deviendra un État vassal de la France en Afrique. Soit le gouvernement chasse tous les Français et trouve d'autres partenaires. Vous voyez, la solution également qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le Tchad doit aller vers un dialogue. Puisque si vous explorez le tout militaire et ça ne marche pas, vous devez aller vers un dialogue et régler le conflit. Puisque ces conflits qui sont toujours en actualité, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui s'injecte dedans. Puisque dans ces partenariats qui sont faits, il y a des gens quand même, des industriels quand même qui ont de l'argent dedans. Donc, je dis, dans la guerre, il y a du business qui se fait, et il faudrait quand même qu'on ait vers un dialogue. En 10 secondes, pour embrayer sur ce qui vient d'être dit. En 10 secondes, oui. Oui, en 10 secondes. Je pense que le narratif qui veut faire croire que tous nos problèmes seront résolus par les armes, par du matériel encore plus militaire, etc. Ce narratif, c'est un narratif qui ne marchera pas, parce qu'il ne faut pas oublier que les vrais problèmes du continent restent présents. La lutte contre l'insécurité alimentaire, la question de la faim fait toujours 6 millions de morts dans le monde. Personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle? Posez-vous les bonnes questions. Même les dirigeants africains
des États subsahariens sont confrontés à ces défis tous les jours, mais ils n'en parlent pas. La question de l'insécurité alimentaire ne pourra pas également être résolue sans la question de l'indépendance ou de l'autonomie alimentaire. Nous avons les terres, mais on n'en fait absolument rien du tout. Et pour finir, la question de la corruption est toujours présente. La corruption, le népotisme, la gabégie, ça, c'est les... lesquels il faut réellement réfléchir. Absolument, il faut absolument également les considérer comme des priorités, avec surtout priorité aux questions sociales. Les guerres auxquelles nous faisons face, pour moi, ne sont pas que des guerres politico-militaires, mais c'est des guerres d'extraction surtout sociale. Si vous ne priorisez pas le social, évidemment, les jeunes iront rejoindre les campagnes rebelles ou rejoindre les djihadistes ou le terrorisme. Donc, régler la question sociale à travers l'éducation, à travers l'investissement dans ce social, sans quoi on va ressembler à ce serpent qui se mord constamment la queue. Alors, je reste avec vous pour entamer le deuxième sujet. Les relations entre le Burkina Faso et la France continuent de se détériorer, notamment après plusieurs épisodes marqués par des déclarations hostiles et des décisions politiques. Ouagadougou a dénoncé des accords de coopération militaire, reprochant à Paris une ingérence dans les affaires internes du pays. Alors, Hamzat Abdoulaye, si Ouagadougou accuse Paris de soutenir des forces déstabilisantes, quelles preuves pourraient renforcer ou invalider ces accusations? Je pense que c'est celui qui cherche qui aura plus du mal à trouver ces genres de preuves, parce que ce dont il est question ici, c'est beaucoup plus enfin, c'est une histoire diplomatique qui n'a pas fonctionné en réalité entre la France et le Burkina Faso. On peut l'extrapoler à travers le Niger ou le Mali, le Tchad aujourd'hui et peut-être le Sénégal. Donc je pense que la diplomatie de connivence qui a été cette diplomatie traditionnelle utilisée par la France depuis 1960, c'est-à-dire octroyer l'indépendance aux États africains, mais continuer à influer à l'interne sur les questions nationales ou sous-régionales avec des tendances nébuleuses très floues et des contours aussi sombres. Aujourd'hui, la France en paye le prix aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut constater. Et je pense que cette passe d'armes diplomatique avec des propos qui parlent d'ailleurs dans un premier temps des États africains qui ne seraient pas reconnaissants envers la France pose aujourd'hui fondamentalement problème, parce que un État, en principe, ne devrait pas se voir dicter sa conduite, du tout pas. Et considérant le principe que les États africains sont souverains, je pense que les propos du chef de l'État français sont des propos maladroits. Alors, qui n'a jamais fait d'erreur, même en étant chef d'État? Tous les chefs d'État font des erreurs. Et je pense que c'est sur la base parfois des erreurs qu'il faut apporter de nouvelles réponses face aux problèmes qui demeurent. Je pense qu'il ne faut pas verser dans cet affrontement du langage en réalité diplomatique, parce que ça ne résout pas les problèmes de l'Afrique, comme je le disais sur le précédent sujet. Je pense que les chefs d'État africains doivent se concentrer sur les priorités, c'est-à-dire la question de leur population, de l'épanouissement de leur population, la question de la croissance, la question de l'économie, la question de la sécurité, parce qu'il y a tellement d'enjeux dont ils sont en réalité les seuls et uniques responsables. Parce que si vous choisissez être à la tête d'un État, c'est que vous choisissez en réalité être le principal outil qui puisse démêler tous les problèmes auxquels votre population fait face. Merci à vous, Abdoulaye Hamzat. Laurent Nassara, le sentiment anti-français au Burkina Faso est-il un phénomène purement politique ou reflète-t-il des frustrations plus profondes? Je dirais plutôt que ça reflète plus beaucoup de frustrations profondes, très profondes. Vous voyez, la France, au lieu de calmer le jeu, nous voyons que la sortie d'Emmanuel Macron devant le corps diplomatique, donc le discours fait, a plus créé d'ennuis pour la France et va encore plus en créer. Là, avec les relations diplomatiques entre le Burkina et la France, déjà en général entre les pays africains et la France,
n'était pas en bon terme. Donc, le président français devrait quand même savoir quoi dire lors de cette sortie. Puisque, vous voyez, on accuse les États du Sahel, le Burkina, le Niger et le Mali de ne pas être diplomatiques. Puisque à chaque fois, ils sortent pour faire des injures. Donc, ils utilisent des langages que l'on ne devrait en vérité pas utiliser. Donc, cette sortie d'Emmanuel Macron vient légitimer, vient dire, mais d'ailleurs, ils ont raison, ils doivent le faire, puisque vous ne pouvez pas sortir et dire de tels propos devant tout un corps diplomatique. Et le fait devant un corps diplomatique, ça montre que la politique étrangère de votre État est dirigée vers cette direction. En quoi ces États ne sont pas reconnaissants? Vous voyez, l'État dans lequel la France a laissé ces États en partant est beaucoup plus critique. Donc la France aujourd'hui ne doit pas faire l'état des lieux. C'est trop tôt pour le faire. Et je vois que le président français n'a pas peut-être suivi ses conseillers. Peut-être, on ne sait jamais, puisque de bons conseillers ne l'auraient pas lui dire de tels propos. Zad Abdoulaye, un dernier mot pour finir. Non, je pense que nous sommes face à la perte d'influence de la France en Afrique. Ça, c'est considérable. Mais le sentiment français se faire de plus en plus. Oui, ça, c'est indéniable. C'est un constat qu'on peut faire et c'est un constat qui peut être prolongé à travers peut-être une étude historique entre 60 et 2024. Je pense qu'à travers plusieurs facettes de l'histoire, les politiciens, surtout français, parce que ne faisons pas l'amalgame entre la France et les politiciens français. Les politiciens français donc n'ont pas su se réinventer pour éviter aujourd'hui le désastre qu'on observe aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que les États africains, dans cette quête de la souveraineté, de s'imposer, sont en quelque sorte le reflet de ce qui se passe également dans le monde. Nous sommes face à une nouvelle ère géopolitique qui veut que les grandes puissances qui ont remporté la Deuxième Guerre mondiale soient confrontées aujourd'hui à des réalités dont ils ne sont plus les maîtres en réalité. En 1945, c'était la puissance qui a remporté la Deuxième Guerre mondiale. Donc la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie aussi. Enfin, ils ont remporté la Deuxième Guerre mondiale, mais ils n'ont pas su considérer les États du Sud globalisés. Quand vous avez la configuration de l'ONU, l'ONU ne prend pas en considération la lutte contre la faim, ne prend pas en considération la lutte contre le changement climatique, parce que c'est resté figé au défi des États du Nord en 1945. Donc, toutes ces institutions doivent être retoilettées au risque de disparaître. Et la France n'est qu'une toute petite partie, ou du moins la politique étrangère française n'est qu'une toute petite partie de cette grande masse qu'on observe à l'international. Parce qu'à l'international, il faut considérer qu'aujourd'hui, les BRICS sont en train d'émerger et progressivement peut-être une monnaie commune à ce sud globalisé avec la mise en place de cette banque pourrait mettre de côté toutes ces institutions de Bretton Woods qui, d'une certaine façon, étaient les puissances du Nord qui avaient remporté la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense que face à cette nouvelle ère, les États africains ne veulent pas rester en marche. Et pour ne pas rester en marche, effectivement, il faut réussir à consolider le tissu politique à travers une constitution parfois très dure ou à travers ces chefs d'État militaires qui ont des mots très acerbes vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes consultant géopolitique. Vous êtes face aujourd'hui à Laurent Nassara, qui est juriste anti-français farouche. Anti-politique français, sûrement. Pas anti-français. Oui, je l'avouerai, hein, je ne suis pas anti-français. Vous n'êtes pas anti-français? Non, non, non. Anti-politique français. Justement. Anti-politique français, alors je rectifie, anti-politique français farouche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro des 26 minutes en Afrique et dans le monde.